Christophe Alévêque est un virtuose, un maestro de la vacherie bien tempérée, que ce soit à la télévision sous la baguette de Laurent Ruquier ou en soliste dans Debout, un spectacle dont il promène la partition actuellement dans toute la France. Dernière saillie en date, surtout n'oubliez pas d'avoir peur, désir d'avenir pour la France d'après, dont il signe le livret aux éditions Panama. Une variation sur le thème inépuisable de la connerie humaine. Et pour la connerie, Christophe Alévêque a l'oreille absolue. Frédéric Chopin aussi avait l'oreille absolue. Il fit très tôt dans le génie et sera un des artistes les plus courtisés et mènera un grand train dans les salons parisiens. Quant à son œuvre, on se sent le registre un peu court pour lui rendre justice si brièvement. Mais je compte sur Christophe Alévêque. J'ai dit que c'était un virtuose, alors, maestro, c'est à vous. Alors Frédéric Chopin, c'est d'abord l'histoire d'un homme qui est mort à 39 ans, ce qui n'est quand même pas très vieux. Et puis c'est surtout l'histoire d'un génie absolu de la musique, puisqu'il était à la fois virtuose au piano et puis un virtuose total dans ses compositions. Frédéric Chopin est né le 22 février 1810, un petit village à côté de Varsovie. Alors très tôt, le petit Frédéric se montre quand même très attiré et passionné par la musique, puisque sa maman, qui était musicienne, à l'époque avait un clavicorde chez elle. Elle jouait beaucoup et le petit Frédéric, comme ça, s'installait des heures comme ça sous le clavicorde pour écouter sa mère. Et très tôt, il va commencer à s'y mettre. Il apprend très vite, parce qu'évidemment, il est très doué. Voilà, après, à 8 ans quand même, Frédéric Chopin compose sa première œuvre. C'est quand même pas mal. C'est moins bien que Mozart. Mozart, c'était 4 ans, mais enfin bon, Mozart était un petit peu un animal de foire. À 12 ans, en gros, il rentre au conservatoire et pendant ces années de conservatoire, il va arriver quelque chose de terrible qui va beaucoup le marquer. Sa petite sœur va mourir de la tuberculose. Alors c'est un présage pour lui parce que cette maladie va le poursuivre tout au long de sa vie. Le 2 novembre 1830 exactement, il part pour Vienne et il va se passer à ce moment-là, je pense, l'événement qui va vraiment marquer sa vie, puisque son pays est envahi par les Russes, lui se retrouve à Vienne. Que faire? Alors suivre sa passion, c'est-à-dire sa musique, aller défendre son pays, parce qu'à l'époque, il le dit clairement, lui, il veut casser du moscovite, il veut casser du russe. Finalement, il reste à Vienne, et à un moment donné, il s'aperçoit qu'il ne pourra plus retourner en Pologne, puisqu'il décide de refuser l'autorité du tsar et l'autorité des Russes à l'époque. Donc, il se retrouve, en fait, dans la position d'un émigré. Voilà. Et à un moment donné, va se passer quelque chose d'assez important et qui est très révélateur du personnage de Chopin. Donc, il va à Dresde, qui est en Allemagne, et là-bas, il va avoir une famille qui était amie de la famille de ses parents, restés en Pologne. Et dans cette famille, il y a une petite jeune de 18 ans, brune, des yeux magnifiques, comme ça, qui est la cadette de la famille, et il va tomber amoureux d'elle. Le problème, c'est que, bon, il habite à Paris, donc il fait des allers-retours, et il s'aperçoit quand même, pas assez rapidement, mais il s'aperçoit que la famille de cette Maria, à l'époque, le refuse. Parce qu'il a beau être Chopin, il a une santé très fragile, déjà à l'époque. Et puis, c'est un saltimbanque, c'est un musicien, donc il a une situation irrégulière. Donc finalement, la famille va couper court aux relations. Et là, il est obligé de dire adieu à cette Maria. Et là, il va le faire d'une façon totalement romantique. C'est-à-dire qu'il est dans sa chambre. Il va monter, lui dire adieu, c'est fini. Et comme ça, et cette Marie va lui offrir une rose, et lui va se mettre au piano et lui offrir une valse qu'il a écrite spécialement, qu'on appellera après la valse de l'adieu.
Moi, je trouve que tout Chopin est résumé là-dedans. Plus tard, c'est la rencontre avec George Sand. Et entre eux, il va y avoir une rencontre, moi je dirais plus qu'amoureuse, quelque chose d'assez fusionnel. Et puis des rapports qui, on va le voir après, vont devenir carrément orageux. Mais pendant cette période, Frédéric Chopin, qui se sentait quand même bien, a beaucoup composé. Et c'est pendant cette période, avec George Sand, qui va composer ses œuvres les plus magnifiques et les plus achevées. Ensuite, il va se passer quelque chose non seulement qui va le marquer, mais qui va le marquer à vie, à mort même. C'est-à-dire, lors d'un séjour hivernal, comme ça, ils partent avec George Sand à Majorque. Or, il se trouve qu'à Majorque, il va contracter une maladie qui va s'avérer assez rapidement être la tuberculose. De retour en France, là, il va vivre avec George Sand sa meilleure époque, parce que au cours du voyage, il s'arrête à Barcelone et il y a un médecin quand même qui va le soigner, qui va arrêter l'hémorragie, parce que sinon, il y passait tout de suite. Et là, ils vont vivre avec George Sand quelques années, avec toujours ces rapports assez paradoxaux, assez ambigus. Ils vont vivre quelques moments de bonheur. Quelques moments de bonheur qui vont très vite dégénérer. D'ailleurs, ils finissent avec George Sand par la rupture totale. Et après cette séparation, Frédéric Chopin va entamer finalement sa route lente mais sûre vers la mort. Il va mourir entouré de ses amis qui sont là, entouré de sa famille qui va le rejoindre. Quelques instants avant sa mort, le médecin qui le soigne va lui demander « Est-ce que vous souffrez ?» Et là, Chopin va répondre « Plus ». Eh bien, ce sont les derniers mots, le dernier mot qu'il va prononcer. Il va fermer les yeux, c'en est fini. Rideau, mais en tout cas, en ce qui me concerne, merci Monsieur Chopin, car vous avez rempli ma vie. Merci à nous, Christophe.